Non, ils prendront pas. D'accord. La mairie, elle est fermée. Ferus est une association nationale de protection de la nature qui s'appelle plus précisément Ferus Ours Lynx Conservation. Donc nous, exclusivement sur les Pyrénées, on travaille sur la protection de l'ours brun qui est présent sur le massif. Et donc on a différents programmes associatifs qui nous amènent des bénévoles venus d'un petit peu partout justement pour nous aider à travailler à la protection des trois prédateurs. Un des programmes sur lequel on travaille ici avec mon équipe de bénévoles, Parole d'ours. Donc c'est un programme associatif de communication et d'information sur l'ours brun dans les Pyrénées qu'on va faire auprès de la population locale, des gens de passage. Alors pour ça, on a différentes manières d'action. Je vais vous parler d'une journée type un petit peu. Le matin, en général, on va commencer par un marché. Donc on va faire l'ensemble des marchés des Pyrénées, dans les différents départements, les différentes vallées. Et sur le marché, on va faire la distribution en direct auprès des gens. Donc on va toucher les locaux, on va toucher les touristes, forcément, les gens qui sont de passage. Et on en profite pour faire justement un questionnaire auprès des gens pour recueillir l'opinion, parce qu'on estime que c'est très important de maintenir ce contact et de permettre aux gens de pouvoir s'exprimer sur un sujet aussi emblématique. Et ensuite, l'après-midi, on continue avec une distribution qu'on va faire plutôt auprès des commerces et des structures à vocation touristique comme les hôtels, les campings et autres. Et là, on diffuse exclusivement l'information, donc l'information qu'on a un petit peu partout sur cette table. Donc on a deux types de brochures. On a les brochures qui vont être de l'ADREAL, donc la Direction Régionale de l'Environnement, Midi-Pyrénées, donc qui sont de trois types. Donc on a un petit livret ici, donc les Pyrénées avec l'ours, qui est plutôt un livret assez complet sur biologie, l'histoire de l'ours dans les Pyrénées. Ensuite, vous avez deux brochures qui sont pas mal du tout pour les randonneurs, entre autres, ou les gens qui vont en montagne, qui sont en trois langues, donc français, espagnol, anglais. Et là, ça donne les conseils en cas de rencontre avec l'ours. Et la même chose avec le patou, vous savez, le chien des Pyrénées, le grand chien blanc. Et ensuite, on a les brochures associatives. Donc, on a la brochure, un petit flyer de notre association Ferus qu'on diffuse. Bienvenue au pays de l'ours, avec un petit quiz pour tester les connaissances sur le plantigrade. Donc, c'est un petit côté ludique qui passe assez bien avec le grand public, par exemple. On a également une brochure de l'association Pays de l'Ours Adepte qui est partenaire de notre association, où là, ça revient sur la plupart des questions qu'on peut se poser sur l'espèce. Bon, je trouve. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous déposer un petit peu de documentation et d'informations sur l'ours brun pour vos clients? Oui, tout à fait. Alors, on a plusieurs documentations à vous proposer. Si vous n'avez pas beaucoup de place, on peut vous proposer un petit livret sur l'ours. Oui. Je vous en laisse pas beaucoup, un 4-5. On peut vous laisser aussi un peu de flyer sur l'association. Oui, voilà. Avec un petit quiz pour tester les connaissances. Voilà, au dos. Ok. Je vous laisse ça, et puis si vous avez envie, après c'est comme vous voulez, on peut vous laisser deux autocollants du pays de l'ours. Merci. Et est-ce que vous auriez un ou deux guides en anglais? Alors oui, voilà. Ceux-là en fait c'est en cas de rencontre avec l'ours, et vous avez donc français, anglais et espagnol dessus. Dans les Pyrénées, à l'heure d'aujourd'hui, avec une population de 22 individus, on a largement assez pour nourrir, la nature offre largement assez de ressources alimentaires. Pour ces ours-là, on pourrait même avoir beaucoup plus d'ours, on pourrait en avoir une cinquantaine, il y aura toujours assez de ressources trophiques. Vous montez en montagne, vous avez énormément d'endroits qui sont préservés, où il y a pratiquement peu d'humains qui passent, souvent des endroits avec des sentiers non balisés. La nourriture, c'est pas ce qui manque. Les assos, d'année en année, font la demande au gouvernement de lâcher des ours. Encore en décembre dernier, on était plusieurs associations à demander au gouvernement d'effectuer un lâcher dès que possible. Et ça, on le refera, je pense, chaque année. Sauf que le gouvernement, encore une fois, a refusé c'est notre Nicolas requête. Sarkozy, c'est ça qui a refusé. De l'époque du mandat de Nicolas Sarkozy, mais également François Hollande. À chaque fois pour des raisons diverses, alors que le gouvernement... tout est fait, la situation est faite, la consultation publique est faite, on connaît l'opinion des gens. Donc logiquement ça devrait pouvoir se faire, et la France, on ne comprend pas son immobilisme en fait. Si ce n'est pour des raisons politiques, on a du mal à comprendre. Donc les assos sont dans l'attente qu'il se passe quelque chose, et même du côté espagnol, ils ont fait des démarches de leur côté aussi parce qu'ils ont également la volonté de renforcer la population dans les Pyrénées, puisqu'ils sont tout aussi concernés que nous. Dans les premiers choix que voulait faire la France justement pour les ours à réintroduire,
forcément en tête de liste on avait l'ours asturien, donc, qui vient d'Espagne, des monts Cantabriques. Génétiquement, c'était l'idéal parce qu'on était vraiment le plus proche possible avec ces ours-là, puisqu'on n'est pas isolé depuis tant que ça de cette population-là d'Europe. Sauf que le problème en Espagne, c'est qu'ils ont, à l'heure d'aujourd'hui, ils doivent avoir dans les 180 ours, mais ils ont 2 noyaux de population qui n'arrivent pas à se connecter. Et du coup, ils ont refusé à l'époque de nous donner des ours, et je pense qu'aujourd'hui, ils feraient la même chose, parce qu'ils n'ont pas encore une seule et même population. Tant qu'ils auront une population qui est fragmentée, ils estimeront que ce n'est pas suffisamment viable, ils ne veulent pas prendre de risques, du coup ils ont refusé de nous donner des ours pour cette raison. Au niveau européen, aller au bout de ses engagements, puisque la France est engagée de par les différentes conventions qui concernent l'ours et qui permettent de le protéger, la France est obligée. Dernièrement, on a lancé avec différentes associations pyrénéennes, avec l'ensemble des associations qui travaillent sur l'ours, qui font partie de la coordination Cap-Ours, on a lancé une pétition justement transfrontalière, qui est devenue un peu une pétition au niveau européen. Et du coup, les gens ont réagi. Bon, là, on en est seulement à un peu plus de 20 000 signatures. Mais on a des gens de différents pays d'Europe qui ont réagi et qui se sentent concernés par la situation de l'ours dans les Pyrénées. Et puis après, mis à part cette pétition, au niveau européen, nous, on travaille quand même pas mal au niveau de la réglementation européenne. On essaye de faire du lobbying au niveau de l'Europe, justement. La communication, elle bloque au niveau des secteurs d'activité concernés. Du lobby l'agriculture, voire du lobby la chasse, mais ça dépend vraiment des départements pyrénéens. Il y a des départements où l'information circule, où c'est bien relayé, où il y a des assos qui travaillent justement avec ces secteurs d'activité, et d'autres départements où ça ne fonctionne pas du tout. On entend parfois des gens qui nous disent à quoi il sert l'ours. Ou juste, qu'est-ce que ça fait si on le remet? Ça sert à quoi? Ça ne nous sert à rien, nous, perso. C'est une des questions qu'on a souvent. Ouais. Je dirais qu'il n'a pas besoin de se justifier d'avoir une fonction ou pas. Et je prolongerai un peu l'idée d'Hélène tout à l'heure sur la conservation d'un patrimoine vivant. L'ours, pour nous, il fait partie de notre patrimoine vivant. Et c'est à ce titre-là qu'on doit le préserver. Savoir s'il est utile ou pas, bon, il est au sommet de la chaîne alimentaire, mais voilà, il participe d'un équilibre général, mais il n'a pas besoin de se justifier d'avoir une fonction ou pour exister. Quoi. Il y en a plusieurs. Après, d'un point de vue écologique, l'ours, quand on protège une espèce telle que l'ours, qui est une espèce menacée et protégée dans notre pays, pas forcément à l'étranger, en le protégeant, on protège également son habitat. Et du coup, en protégeant cet habitat, ça permet de protéger un certain nombre d'espèces floristiques et faunistiques. Et comme le dit ma collègue, l'ours est considéré comme une espèce parapluie, justement. Ça symbolise un petit peu le fait on protège l'ours, et on protège tout ce qui va quelque chose de beaucoup plus large que l'ours, en fait. Ça ne se réduit pas seulement à une espèce animale, c'est beaucoup plus global. Après, à l'heure d'aujourd'hui, d'avoir des animaux qui vont de temps en temps taper sur des brebis, ça peut s'observer. Mais on ne peut pas parler de comportement d'animaux qui vont changer totalement leur comportement. C'est simplement que si, à tel moment de l'année, ils vivent sur un secteur où on a des estives qui sont non gardées, par exemple, bien évidemment, l'ours peut avoir la facilité d'aller vers cette source alimentaire qui est facile. Faut pas se leurrer, de la viande, ce sont des protéines, c'est une quantité alimentaire qui va permettre de leur faire des réserves. Si les troupeaux ils sont gardés, l'ours il va changer d'habitude, il va aller ailleurs. Donc on ne peut pas parler d'habitude ou de fait qu'un animal va trop se familiariser à une estive. Si elle n'est pas gardée, que du jour au lendemain on se met à la garder, l'ours il va changer ses habitudes, il ira ailleurs, c'est tout. Et en tout état, on peut préciser que le nombre de brebis qui sont prédatées, c'est infime par rapport à toutes les morts de brebis par an. En fait, il y a beaucoup d'autres causes qui détruisent les brebis autres que l'ours. Ça représente une partie infime. On ne va pas développer les chiffres, mais voilà. Moins de 1% en fait. Ouais. Oui, voilà, c'est moins de 1%, moins de 300 brebis. On ne peut pas nier qu'il y a quelques brebis qui sont prédatées par l'ours, mais par rapport à toutes les causes de mortalité des brebis, celles qui sont imputables à l'ours sont infimes. D'ailleurs, Voilà. Je pense qu'on parlait des idées reçues là tout à l'heure. Je pense Oui, que ça, c'est c'en une est des idées reçues qu'on entend souvent justement sur les marchés, c'est que le pastoralisme ne peut pas fonctionner avec la présence de l'ours dans les Pyrénées, et ça c'est faux. Ouais, mais je pense que ce qui est compliqué profondément, c'est d'arriver en fait à faire un retour dans le temps. Et finalement, les méthodes qu'ils avaient avant leur permettaient de faire peut-être plus attention aux troupeaux, et eux, ça les fait se remettre en question.
Et ça, c'est un peu compliqué pour certains de revenir en arrière. On voit que vraiment, depuis qu'on a réintroduit l'ours, il y a même moins de mortalité chez les brebis. Il y a moins de pertes à cause des chiens, par exemple. Quelqu'un qui Voilà. décide de se protéger parce que l'ours est présent dans son secteur, du coup, il va se protéger d'autres menaces. Là, mon collègue parlait de menaces. On a les chiens divagants, par exemple, qui font énormément de dégâts. Et ça, c'est des chiens, il ne faut pas s'imaginer, ce ne sont pas des chiens sauvages, ce sont des chiens qui appartiennent à des gens, souvent à des agriculteurs, qui vont divaguer le soir ou en journée, ils vont se mettre en bande. Là, ça fait beaucoup plus de dégâts que l'ours. Par contre, ça, on n'en parle pas parce que c'est pas indemnisé. L'ours, lui, il y a tout un système d'indemnisation, hein, un des meilleurs en France quand même, enfin en Europe même. Le système d'indemnisation qu'on a en France est le meilleur d'Europe. Donc on ne peut pas dire que les éleveurs, quand ils vivent en secteur à ours, s'ils le veulent, ils le peuvent, les moyens existent. Et on a des exemples d'éleveurs qu'on connaît, nous, en Haute-Garonne, qui justement vivent dans des secteurs à ours, qui ont utilisé les moyens qui existent, qui sont mis à leur disposition, qui sont financés par le gouvernement, tout ou partie, et qui le disent, moi j'accepte de vivre avec l'ours et ça se passe bien. Et puis on peut revenir un petit peu aussi sur le patou, le chien patou, qui est bien un moyen, à travers le fait qu'il peut garder les troupeaux de brebis et éloigner l'ours, il représente bien par là un moyen d'avoir une cohabitation entre le pastoralisme, les brebis et l'ours. Les deux sont bien compatibles, notamment grâce au patou. Ouais, parce qu'il y en a aussi qui croient des fois, enfin moi j'ai eu cette idée reçue en tout cas sur des marchés, où il y en a qui me disent mais l'ours après il va bouffer le patou, alors que enfin il va justement, comme on a dit tout à l'heure, il est opportuniste, donc quand il va voir qu'il y a un barrage, il va partir, il va plus aller vers des proies plus simples. Quand il va voir que c'est gardé, il va aller autre part, quoi. C'est pas un carnivore exclusif, loin de là. C'est vraiment une grande idée reçue que, en tout cas, je ressors très souvent sur les marchés. C'est le régime alimentaire des ours qu'on a été chercher en Slovénie pour les derniers plans de réintroduction, où les gens ont tendance à s'imaginer, à penser, c'est une idée qui est pas mal véhiculée, comme quoi ces ours sont carnivores. Alors que les ours qu'on a été chercher en Slovénie pour les réintroduire ici dans les Pyrénées sont de la même espèce, ont le même comportement, le même régime alimentaire, c'est-à-dire 70 à 80% végétariens. Et du coup, ça c'est une idée qu'on entend quand même assez souvent sur les marchés, la bouche des gens. Ouais. C'est une petite inquiétude qu'ils ont, parce que justement ils pensent qu'il y aura plus de prédation du coup ici. Là on parle du régime alimentaire qui est grosso modo le même entre un ours qui vient de Slovénie et les ours une fois réintroduits ou les ours qu'on avait ici même de souche. Mais il faut savoir que d'un individu à l'autre et d'une saison à l'autre, le régime alimentaire peut changer. Si c'est une femelle, un mâle, ça peut changer également parce que chaque animal peut avoir ses petites préférences, sachant qu'il faut quand même accentuer sur le fait que l'ours c'est un omnivore opportuniste, du fait qu'il ne va pas se spécialiser dans quelque chose, il va vraiment avoir une alimentation très diversifiée. Même si tel individu aura une préférence à telle saison pour telle baie ou telle fleur, ils vont quand même manger de tout, parce qu'ils sont opportunistes. L'herbe, parce que l'ours mange de l'herbe, on n'y pense pas, mais il est avant tout herbivore. La muguette, alors muguette c'est une petite fleur, et à la base on a un bulbe, et en fait l'ours il met un coup de patte, et lui ce qu'il recherche c'est pas tant la fleur, c'est la partie bulbe qui est très, très riche justement. Les champignons, ça lui arrive aussi de consommer quelques champignons. Aussi des pousses d'arbustes qu'il va trouver. La myrtille, en ce moment, l'ours mange particulièrement des myrtilles. Quelques insectes. Quand il tape dans les ruches, on croit souvent que c'est pour le miel, mais en fait c'est plus pour les larves même à la limite, qui sont hyper nourrissantes en protéines. Il aime bien, il en est friand. Fourmis aussi, il est très friand de fourmis justement. Il va se servir directement à la fourmilière. Charogne, à la fin de l'hiver, il profite des avalanches pour trouver les cadavres d'animaux qui ont été emportés par les avalanches, et il peut manger une lizard comme ça, ou d'autres ongulés sauvages. Ça peut être quelques chevreuils. Selon les saisons, là on parlait des baies tout à l'heure, des myrtilles. À l'automne, ça va être tout ce qui est gland, faine, les fruits d'automne. Les racines aussi, on les a pas encore dit. Les racines justement de nombreux arbres, hein, il est très friand. Ça peut être des petits mammifères également. S'il trouve un terrier avec un petit rongeur dans le sol, il peut mettre un coup de patte, manger l'animal et manger ses réserves que l'animal aura fait pour l'hiver. Il mange ce qu'il trouve en fait. Nous, on essaye de toucher un public assez large, donc grand public, ce qui fait qu'on ne va pas spécifiquement aller s'adresser aux éleveurs et aux bergers. Par contre, pendant la mission sur les marchés, ça peut arriver qu'on rencontre des éleveurs ou des bergers sur le terrain. Du coup, ça donne lieu à tout type de conversation. Alors, la conversation, ça va bien se passer, des conversations où les gens ne veulent pas forcément parler et entendre l'information. Mais ça nous est quand même arrivé quelquefois de devoir nous-mêmes amener une information que les chambres d'agriculture locales devraient apporter ou les formations pour les bergers, que ces personnes-là qui travaillent dans la montagne et qui sont susceptibles d'être confrontées à la présence de l'ours, sachent au moins qu'il existe des systèmes d'indemnisation, qu'il existe des moyens de protection qui sont mis à leur disposition et financés tout ou partie par l'État. Ça nous est arrivé, nous, de tomber sur des gens qui sont bergers ou éleveurs,
qui savent pas. Ouais, il y a des gros problèmes de communication. L'information passe pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'information circule pas? Pour nous, il y a de la censure. Forcément, l'information, c'est volontairement qu'elle n'est pas diffusée auprès de ces métiers, alors qu'ils sont directement concernés. Alors c'est un petit peu bizarre que ce soit nous qui apportions l'information à ces personnes, alors qu'ils sont censés la recevoir par d'autres biais. Du coup, j'ai envie de remettre les chiffres dans leur contexte avant de parler des causes de la mortalité de la brebis dans les Pyrénées, même ailleurs en France. C'est pas que propre au massif. Dans les Pyrénées, il faut savoir qu'on a environ 600 000 brebis qui montent en estive tous les étés, tous les ans. Sur ces 600 000, et selon les sources, on pense qu'il y a environ 30 000 brebis qui meurent chaque année, de toutes causes confondues. Et sur ces 30 000 brebis qui meurent chaque année, on a un minimum, enfin une moyenne de 150 à 200 pertes qui sont dues à l'ours. Et dans le doute, on va imputer 300 attaques, ce qui fait que les années précédentes, on avait environ 300 cas qui étaient dus à l'ours sur 30 000 qui meurent chaque année. Alors on peut se poser la question, quelles sont les autres raisons de mortalité des brebis dans les Pyrénées? Alors ça va être un petit peu de tout. Faut savoir déjà que la brebis, c'est un animal qui est très fragile. Ce qui fait qu'en montagne, c'est quand même un milieu assez accidenté. Donc on peut avoir des chutes, on peut avoir l'orage avec la foudre, on peut avoir du coup des dérochements, ça peut être des vols d'un département à l'autre, ou je dirais plutôt d'une frontière à l'autre, d'un pays à l'autre, on a quand même des vols. Ça peut également être des parasites. La brebis, je vous ai dit, elle se blesse assez facilement. Il suffit qu'elle n'ait pas des soins qui soient suffisamment réguliers, ou même ça va très très vite. La mouche peut par exemple se mettre à pondre dans une blessure ou un orifice, et là l'animal se fait manger vivant. Et ça, c'est le plus grand justement prédateur de la brebis dans les Pyrénées en France, c'est la mouche. Alors je me souviens plus exactement du nom de l'espèce. Après on a également les attaques de chiens divagants. Puis je crois pas que j'en ai oublié d'autres. Enfin, en gros, ça fait quand même pas mal de causes, sauf qu'on préfère parler ici dans les Pyrénées de l'ours parce que c'est un animal emblématique dans les Pyrénées et c'est surtout un peu un bouc émissaire qui permet de parler d'une activité qui ne va pas forcément très très bien en France. Ce qu'on fait sur Parole d'ours, les questionnaires, le recueil d'opinions, les échanges qu'on peut avoir avec le public, on le fait grâce à notre programme associatif, on le fait depuis 2008. Et depuis 2008, on a pu constater une évolution des mentalités. Moi, je me souviens des premières années, à l'époque, j'étais bénévole justement pour l'association. Je me souviens d'endroits en Ariège où j'avais voulu diffuser l'info dans une vitrine chez un commerçant, je crois que c'était un boucher. Et il avait été apeuré, il voulait bien à la rigueur déposer quelques fascicules, mais il était hors des questions qu'il affiche un poster ou quelque chose sur sa vitrine, parce qu'il m'avait dit clairement, j'ai pas envie de me faire casser la vitrine. Et je me souviens être passé année après année dans le même endroit et d'avoir fait la même chose dans différents commerces du coin. Et on s'est rendu compte que les mentalités changeaient, que les langues se déliaient un petit peu, que les gens pouvaient de nouveau parler librement. Parce que les premières années, on a l'impression que c'était censuré, qu'on n'avait pas le droit de parler. On se demandait même si on était encore en France, tellement on n'avait pas le droit de communiquer et de dire librement, d'avoir cette liberté d'expression qui est quand même propre à notre pays. Et du coup, ça a vraiment changé d'année en année. Et en voyant l'évolution, on se rend compte que qu'on a fait du chemin. Et même dès les premières années, avec les sondages qu'on faisait, mais également les sondages qui ont été faits par des organismes indépendants, faut savoir que la population pyrénéenne est majoritairement favorable à la présence de l'ours et au projet de renforcement. Selon les sondages et selon les années, on avait quand même un minimum de 60% de personnes qui étaient favorables à l'ours dans les Pyrénées. Et ça a été confirmé année après année, les questionnaires qu'on a pu faire, où on interrogeait plus de 2000 personnes dans les Pyrénées, on avait à peu près les mêmes chiffres. Il y a un blocage. Ouais, disons qu'il y a un rejet qui se fait de l'ours, ça va pas tant être du fait de l'animal en lui-même, parce qu'on a des bergers, des éleveurs qui nous disent mais l'ours, certains nous disent on lui veut rien, il nous empêche de travailler, et voilà. Mais le problème c'est qu'au niveau pyrénéen, on a une manipulation qui a été faite par le biais politique. L'ours est un peu devenu un objet politique qui permet d'un côté de fédérer des gens, c'est-à-dire qu'on a certains élus qui se sont positionnés contre l'ours et qui ont permis de rallier beaucoup de gens d'électorat à leur cause, parce que c'est quand même une question d'électorat assez souvent. Hein. Et d'un autre côté, on a un rejet de certains locaux de l'ours, parce que l'ours, ça va symboliser Paris, ça va symboliser le gouvernement, ça va symboliser le pouvoir central et les décisions qui sont prises là-haut, qui sont prises par des gens qui ne vivent pas dans les Pyrénées, qui, pour certains Pyrénéens, si on n'est pas Pyrénéen, pourquoi est-ce qu'on viendrait de se mêler ce qui se passe dans les vallées, du fonctionnement de la région, et du coup ça c'est assez mal vécu. Quand on leur parle de l'ours et que nous on vient sur le terrain, souvent les gens nous disent mais de toute façon vous retournez à Paris, retournez dans les villes, vous n'êtes pas d'ici, les écolos qui viennent écolos de merde. qui viennent des villes,
voilà, c'est un petit peu cette caricature, alors que bon, voilà, dans les bénévoles qu'on a sur le programme, on a des gens qui viennent un peu partout. Ça arrive qu'on ait des gens qui habitent les Pyrénéens. La plupart des gens qui sont dans l'assaut, il y en a quand même qui vivent dans les Pyrénées. Moi-même, je vis dans les Pyrénées. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a ce rejet de Paris, du pouvoir central? En gros, c'est un peu ça. Moi, je ne suis pas pyrénéen, ni d'origine, ni de lieu de vie. Et pourtant, je prétends commencer à aimer de plus en plus les Pyrénées, y venir régulièrement, notamment pour défendre la présence de l'ours, avec cette position, et je crois légitime et respectable. J'ai toujours été un passionné de l'ours, plusieurs types d'ours, hein, l'ours blanc, le panda, etc. Et l'an passé, je suis venu dans les Pyrénées, du côté de Saint-Giron, exprès pour ça, pour me balader dans la montagne et tenter de rencontrer un ours. C'était bien ça le but, tout en sachant que c'est vraiment exceptionnel de pouvoir en croiser un. Je l'ai beaucoup vu en photo. Bah, l'ours, je l'ai beaucoup vu en photo en fait, mais après... on n'a pas encore eu la chance, enfin personnellement j'ai pas eu encore la chance de le rencontrer, à ni part même dans des indices de présence. Ouais, à part dans des zoos, ou voilà, mais bon là c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même rapport qu'on a avec l'animal, où l'ours on le voit derrière des barrières, et là on se sent forcément un peu supérieur, et c'est ça qui est dommage, tandis que si, enfin moi personnellement j'ai jamais rencontré l'ours, et je pense que si un jour je le sens dans la... Je le sens. Ça y est, elle se crée un odorat aussi développé que celui de l'ours. Si je le rencontre à un moment dans la forêt, je pense que on se sent plus à voilà, à sa hauteur, on se sent beaucoup plus petit que quand on le voit derrière des barrières ou quoi que ce soit. Je pense que ça nous remettrait un peu à notre place, ouais, c'est ça qui est important. Moi ça me ferait vraiment très très plaisir. Et mais bon, je pense qu'on doit forcément avoir une petite appréhension et en même temps une excitation incroyable. Vraiment, moi, c'est une expérience que j'aimerais beaucoup avoir. Il y a quand même un peu de crainte quoi, quand tu te voilà, retrouves face à un animal. C'est un mammifère voilà, assez imposant. Donc c'est vraiment une bonne expérience pour moi. Moi, l'ours, je l'ai jamais rencontré. J'aimerais bien. Je fais tout pour des randonnées en montagne, assez souvent, le plus souvent possible, à différentes saisons. Et j'ai jamais réussi à le voir. Pourtant, je vais dans des secteurs où je sais qu'il est présent. C'est dire qu'il y a vraiment très très peu de chances de tomber sur un ours dans les Pyrénées. Oui, quand même. Après, par contre, des indices de présence, oui. J'en trouve en partie parce que je fais partie du réseau Ours Brun qui est géré par l'équipe technique. Du coup, c'est un réseau de bénévoles qui viennent aider pendant l'année, qui font des itinéraires. Du coup, ça donne l'occasion de trouver des poils sur les arbres, de trouver des griffades, de trouver des excréments, de trouver des empreintes. Par contre, témoignage visuel, j'ai jamais pu apporter ça à l'équipe technique, mais en tout cas, c'est rien que de se dire qu'il est présent, de se dire qu'on a trouvé un indice de présence, rien que ça suffit. J'aimerais vraiment le voir, j'aimerais vraiment le rencontrer, de près ou de loin, mais voilà, de se dire qu'il est présent, qu'on est dans un biotope qui est suffisamment préservé pour qu'il est présent, ça suffit à faire mon bonheur. Donc il y a un peu plus de 350 bénévoles qui font partie de l'équipe, du réseau Ours Brun. On a différentes assos et Ferrus fait partie des assos qui participent au suivi de l'espèce sur le terrain. Et après on a des bons échanges, on est en relation par le biais de ces sorties terrain, au niveau des informations, voilà, en contact avec eux. Je suis très content de pouvoir surtout échanger de l'information parce que tout en étant amateur de l'ours, j'avais pas plus de connaissances que ça. Et la première chose que je vis avec Ferrus, c'est des échanges d'informations précises, une connaissance scientifique pointue de l'ours. Et d'ailleurs, un des principaux objets de Parole d'ours, c'est de diffuser une information. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, on croit savoir beaucoup de choses sur l'ours, il se dit beaucoup de choses et souvent elles sont fausses. Donc notamment ce document-là, il a pour objet de lever, selon moi, des idées reçues sur l'ours et on essaye de délivrer des informations objectives sur l'ours brun. Et je partirai de Parole d'ours en espérant y participer l'année prochaine, mais j'en partirai avec la satisfaction d'avoir pu partager ma passion et de l'avoir complétée. Et d'avoir peut-être défendu un petit peu la cause de l'ours, qui était bien ce que je voulais faire. On essaie qu'ils ne disparaissent pas. 2, on espère avoir une population viable d'environ 50 individus, sachant qu'aujourd'hui on n'en a que 22. 3,
C'est-à-dire, pourquoi pas, si on a tellement d'ours qu'on puisse en prélever quelques-uns, pourquoi pas. Voilà. Mais on en est bien loin. L'ours, il a été exterminé, en fait, tout simplement, Ouais. pour diverses raisons. La chasse, les montreurs d'ours qui ont prélevé beaucoup d'ours. Il y a la déforestation aussi. À l'origine, il était sur toute la France, présente vraiment dans la France entière en fait. C'est pas forcément un animal de montagne, mais il a trouvé en fait se réfugier ici finalement. Et retrouver des forêts, c'est Ouais, surtout qu'il a retrouver des cherché forêts, quoi. les derniers Là où il y en gros avait. bastions forestiers qu'on a aujourd'hui retrouvés sont dans les Pyrénées. Autrefois, c'était pas forcément le cas dans les Pyrénées. Il y a eu quelques siècles où on a beaucoup exploité les forêts pyrénéennes, en partie pour la marine française, pour fabriquer les navires entre autres. Et du coup, la destruction de l'habitat naturel est également une des causes de disparition de l'ours, en plus de la destruction directe par les chasses, les battues à l'ours. Que l'ours ne disparaisse pas, déjà, c'est notre premier travail, première mission. On a de l'espoir, mais il est ténu cet espoir et il nécessite qu'on lutte beaucoup déjà pour qu'il ne disparaisse pas, ce qui serait vraiment, je trouve, déjà tout simplement très triste que nous perdions ce patrimoine en France, que l'ours disparaisse définitivement. Et ensuite, introduire quelques ours, puisque c'est absolument nécessaire pour préserver la population existante, d'introduire quelques ours par an, notamment de sources slovènes, et arriver à une population viable au deuxième et grand objectif. Je pense que ce serait vraiment un bonheur que justement l'ours soit plus heureux, on va dire, épanoui dans nos montagnes. Mais en complément de ça, ce serait même une meilleure acceptation en fait de la population par rapport à l'ours. Parce que c'est vrai que ça fait vraiment partie du patrimoine pyrénéen, même du patrimoine français. Et je pense que d'ailleurs c'est un de nos rôles ici, c'est d'aller justement sur les marchés, informer les gens. On disait tout à l'heure, il y a vraiment un manque de communication. Et même ceux, souvent, enfin majoritairement, même les anti-ours en fait, quelque part on espère tous voir un ours en fait. Même si on a un petit peu peur, mais c'est vraiment, je pense que c'est ça aussi qui est bien, quoi. C'est essayer de le faire accepter et puis que les gens puissent donner leur avis sans crainte. Je pense que c'est ça aussi qui est important et qui fait partie de notre rôle, quoi. Ouais, libérer la parole. Ouais, voilà, Ouais, c'est vraiment le plus important. Dans les bruits vraiment qui courent dans les médias et dans tout ce qu'on entend, c'est vraiment... c'est un peu triste ce que je vais dire, mais quand on passe là dans les Pyrénées, on voit beaucoup de tags non à l'ours, mort à l'ours. C'est très violent, très virulent. Et je me suis dit, et tout le monde m'a dit d'ailleurs dans mon entourage, mais Gladys, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas te faire taper sur les doigts, tu te rends pas compte? Arrête là, ça sert à rien. Et moi j'avais dit, j'ai envie de me donner une opinion propre, en fait, d'aller voir vraiment ce que les locaux pensent de l'ours justement, de sa présence, etc. Et finalement, quand on va sur les marchés, on se rend compte qu'il y a vraiment une population justement qui est braqués, qui refusent la présence de l'ours. Il y en a qui sont mitigés justement en disant ouais mais vous voyez de toute façon il n'y a personne qui veut de l'ours. Et il y a d'autres qui disent franchement l'ours oui c'est un patrimoine naturel qui nous explique un peu tout ça. Et la population qui ne sait pas finalement c'est parce qu'elle a aussi un peu peur quand elle voit tous les refus qu'il y a, enfin justement qui ne sont pas si nombreux. Ouais, voilà, il y a une ambiance vraiment qui est très... on est grande gueule, si je puis me permettre, hein, sans aucune... voilà, sans vouloir pointer qui que ce soit du doigt, mais quand on voit ce qui a marqué, des fois c'est très très violent, quoi. Et quand j'étais en train de parler sur les marchés, par exemple, ce matin encore, avec une personne en train de voir son point de vue qui était plutôt pour, il y a quelqu'un qui est venu en me disant ouais, mais de toute façon... on est tous anti-ours ici, vous vous rendez pas compte, qui a commencé à me crier dessus. Du coup, la personne avec qui j'étais en train de parler, qui était favorable, elle était là, elle s'est reculée, elle dit écoutez, moi finalement je pense que les locaux ils sont tous contre. Alors que c'était une des rares personnes que j'avais eues dans le marché qui était contre, vraiment. Et après, j'ai essayé de parler avec cette personne, il n'y a eu aucune discussion possible, ce que j'ai trouvé très dommage. Donc que profondément on souhaiterait, c'est arriver à avoir des discussions avec ces personnes-là, essayer de savoir pourquoi profondément ils ont cette haine, c'est même une haine en fait contre l'ours. Ça devient de la haine, ouais. Le dialogue est la base, donc effectivement c'est important d'insister là-dessus, quelle que soit son opinion, on essaye d'insister là-dessus, le dialogue est super important. Voilà. Quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir, pour essayer de trouver des solutions, essayer d'avancer ensemble. C'est même pas une question de pour ou de contre, c'est donner de l'information, quoi. C'est expliquer aux gens... bon après c'est sûr que ça reste un point de vue de toute façon qui est du côté de la balance qui est plutôt positif pour l'introduction de l'ours, hein, on va pas dire le contraire, mais on essaye tant bien que mal d'être le plus juste possible objectif, et le plus objectif dans possible. L'info, ouais. Les chasseurs sont contre parce que
lorsque vous avez par exemple un ours qui est présent dans un secteur, en particulier une femelle qui est suitée, et que vous avez dans un même secteur des chasseurs qui vont pratiquer par exemple une chasse en battue, c'est pas interdit pour eux de chasser. Par contre, c'est recommandé de décaler la chasse dans le temps et dans l'espace. Et ça, le problème, c'est que tous les chasseurs n'acceptent pas. Il y a des départements où ça fonctionne très bien. Ils savent que voilà, l'ours est présent, ils font en sorte qu'il n'y ait pas de problème, pas de confrontation pour les chasseurs de la fédération en question. D'autres endroits, ils préfèrent déranger l'espèce et ne pas appliquer les recommandations en cas de présence d'un ours ou d'une femelle suitée sur le secteur. Après, il y a des chasseurs avec lesquels ça se passe quand même relativement bien. Sur le marché, par exemple, j'étais tombée sur un chasseur qui me disait moi, j'ai pas eu de soucis, j'étais chasseur avant, j'ai toujours respecté la bête, ça s'est toujours très bien passé, j'ai suivi les réglementations, etc. Donc, il y en a, enfin, il faut pas non plus noircir le tableau, hein. Il y en a aussi qui sont pour, quoi. Moi aussi, j'en ai rencontré un justement de chasseur qui déplorait la perte de la biodiversité en règle générale. Il m'avait parlé du grand tétras, comme quoi avant, il y a 30-40 ans, il envoyait tout le temps, et que là, on envoyait une fois tous les 2 mois, et vraiment quand on avait de la chance. Donc voilà, eux aussi, en fait, on milite tous un peu pour la même chose, quoi. C'est pour garder un peu la nature... pour la restaurer, on va dire, comme vivante. Elle était avant, et voilà, la garder vivante, quoi. Sauvage. Tout à fait. Vivante, sauvage, dans son ensemble, c'est ça qui est important, en fait. À chaque fois, c'est un équilibre. On a besoin, voilà, des prédateurs, on a besoin de chaque espèce, en fait, qui était présente avant, et ils le comprennent aussi. Discuter, échanger avec des gens qui ne sont pas forcément de notre avis, c'est aussi intéressant. Et voilà, le partage, y compris des opinions. Au-delà même de l'ours, en fait. Voilà. Tout à fait. Globalement, je pense qu'on a tous un peu la même idée, hein. C'est l'échange avec l'humain, rencontrer les différents acteurs sur le terrain. C'est vrai que même tous avant de venir, on lit beaucoup, on essaye de se renseigner sur l'ours. Et c'est vrai qu'entre la théorie et la pratique, on voit que c'est pas du tout la même chose. Et d'être au cœur d'un projet comme ça, je pense que c'est très enrichissant, en dehors de l'ours en lui-même. C'est un échange, je pense que ça nous apprend beaucoup, même apprendre à argumenter, même ne serait-ce qu'à réagir des fois avec juste un petit sourire quand il y a des situations qui sont plutôt comiques, tristes et à la fois comiques. Donc je pense que c'est globalement une bonne expérience. Et puis rencontrer aussi des gens qui s'y connaissent de façon très pointue. On a rencontré des guides de montagne qui nous apprennent justement par rapport aux indices de présence de l'ours. Moi je pense que c'est une riche expérience à plusieurs points, quoi. Vive l'ours. Vive l'ours dans les Pyrénées. Et qu'ils ne disparaissent pas. Voilà. Que nos petits-enfants puissent les voir. Oui. Donc nous avons, les voir ou puissent encore savoir qu'ils sont là. un peu la responsabilité de ce patrimoine, voire beaucoup. Et déjà qu'ils ne disparaissent pas et si possible qu'on arrive à une population viable. Tout simplement que nos enfants et nos petits-enfants puissent continuer pour le transmettre. Espérer de le voir. Comme n'importe quel patrimoine. Et que ça devienne banal, qu'on banalise sa présence. Certains conservent le patrimoine bâti. Nous prétendons conserver le patrimoine vivant. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci, au revoir.